On passe aux questions publiques, si vous le voulez bien. Monsieur, vous avez sollicité la parole. La question que je me pose, et sur laquelle j'aimerais avoir votre avis un peu à tous les trois, c'est finalement qu'est-ce qui caractérise une gestion dans de bonnes conditions de l'eau sur le moyen et le long terme. Pour une fois commencer à répondre. C'est une très très bonne question parce que ça devrait être la question de début finalement. C'est pas, là on est en train de parler des outils, mais la question c'est la politique de l'eau. Quelle politique de l'eau on veut et quelle gestion on veut. Alors pour répondre à votre question, d'abord il y a un élément qui est important et qui est dévoilé en France en ce moment, et même le président de la République s'est exprimé là-dessus, c'est le niveau d'investissement. C'est-à-dire qu'on a laissé les canalisations, les usines avoir des niveaux de renouvellement et d'investissement qui sont trop faibles. Il y a un chiffre que les spécialistes connaissent qui est assez marquant, c'est que la moyenne des renouvellements de canalisation en France est 0,6% ou 7% par an. C'est-à-dire qu'on estime que les canalisations elles devraient durer 170 ans. Donc, pourquoi ça s'est produit comme ça? C'est qu'à un moment donné, on a fait les travaux pour mettre en place les canalisations d'eau et d'assainissement, et puis, collectivement, on n'a pas fait attention au vieillissement, et finalement, quand on fait ça, on reporte sur les générations futures. Donc, le premier élément, c'est évidemment une bonne gestion. C'est une gestion qui, aujourd'hui, atteint un bon niveau, si je prends l'eau potable, un bon niveau de qualité d'eau potable, qui est capable de faire face à des crises, qui est capable d'aider les plus démunis à payer leur facture d'eau, qui est capable d'investir et qui sera capable surtout d'avoir un prix qui est durable. D'ailleurs, à ce titre-là, la délégation de service public a un petit avantage, c'est que quand vous signez aujourd'hui, vous connaissez le prix dans 10 ans. Alors que la gestion directe, comme l'ont souligné les deux personnes qui interviennent ici, c'est aussi autre chose. C'est que chaque euro dépensé est couvert par le prix. Donc au bout d'un moment, il n'y a pas d'incitation à l'économie. Donc en tout cas, pour répondre à votre question, c'est qualité de l'eau, et les défis sont encore là. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de choses, il y a des directives qui arrivent, il y a des problèmes de micropolluants, quand je parle des micropolluants, il y a des choses à faire aussi sur l'assainissement. Donc il y a des investissements, mais le sujet c'est comment est-ce que vis-à-vis des citoyens, je réussis à maintenir un niveau de prix qui est globalement raisonnable. Il faut le suivre, tout à l'heure on a parlé de 3 euros, 4 euros le mètre cube, 3 ou 4 euros le mètre cube, c'est 3 euros pour 1000 litres, 3 euros pour une tonne. C'est-à-dire qu'avec 1 centime, j'ai 3 litres d'eau. 1 centime d'euro. Bon, donc on relativise un peu. Si quelqu'un un jour dans cette salle a acheté un jour une bouteille d'eau minérale, ça relativise tout à fait. Donc voilà, c'est surtout une vision durable, à la fois en termes de qualité, mais aussi en termes d'investissement et d'accès à l'eau. Oui, alors par rapport à votre question, moi je crois dans un modèle qui a une durée de vie illimitée et qui n'est pas dans une logique contractuelle qui a une échéance avec une fin de contrat, et donc il faut arriver à rentabilité et avoir le retour sur investissement avant la fin du contrat. En cela, c'est la grande différence culturelle. La régie publique, elle a une durée de vie illimitée dans le temps. Donc elle n'a pas un objectif de sortie où elle va devoir, je dirais, avoir ses objectifs financiers tenus, et notamment pour les remontées financières à la maison mère. Quand on voit l'évolution des rémunérations des dirigeants de certains groupes, on peut comprendre que certains aient le nez rivé sur la calculette. Si on connaît le prix à la signature d'un contrat en délégation, et qu'on le connaît jusqu'à la fin du contrat, c'est parce que d'abord on a été décrypté le bon coefficient et qu'on en a fini par en comprendre toute la substance. En effet, on le connaît, et il est calculé et construit de manière à ce que la rémunération tout au long du contrat aille plus vite que l'inflation réelle. La régie publique, si elle doit voter les tarifs et le budget chaque année, c'est pour assurer au plus près, comme il a été dit tout à l'heure, des besoins du territoire et de l'entretien du patrimoine qui est confié à un opérateur public. Et donc on recale la tarification chaque année, et on n'est pas enfermé pendant tout le contrat de voir un tarif évoluer année après année sur la base de termes qui ont été fixés à la signature. Et peu d'ailleurs d'élus savent qu'ils peuvent essayer, tout du moins tous les 5 ans, de renégocier les termes de ce contrat. Mais dans votre question, j'avais vu une autre dimension, moi. Bien sûr, il y a la dimension des réseaux, et M. Tristan Mathieu nous rappelle
que les réseaux sont insuffisamment renouvelés. Ils donnent une moyenne à 0,6 au niveau national, là où en effet les matériaux nécessiteraient qu'on les renouvelle à raison de 1% par an, voire 1,2, 1,3, selon la nature des matériaux. La fonte dure plus longtemps que le PVC, et ainsi de suite, ou de certains matériaux composites. D'ailleurs, à Toulouse, la question est légitime, parce que le taux de renouvellement n'est pas de 0,6, il est de 0,37 à Toulouse. Hein? Alors après, on pourra renvoyer aussi la faute à l'autorité organisatrice, mais qui connaît l'état du réseau sur le terrain? Si ce n'est justement l'opérateur privé à qui on a confié le réseau pour une durée déterminée. Donc en effet, cette question est cruciale. Et je pense qu'il y a de l'argent à reprendre pour le consacrer, en effet, à une politique d'investissement. Après, sur le deuxième aspect de votre question, qui pour moi est plus important encore, c'est que j'y voyais un intérêt pour les générations futures, un intérêt écologique, dans cette dimension de long terme, avec la visée à long terme. Quand vous avez un conseil d'exploitation de régie, ou vous avez un conseil d'administration d'une régie à personnalité morale, que vous faites le choix, parce que la loi le permet, qu'il y ait les associations de consommateurs et d'usagers, d'accord, mais qu'il y ait aussi les associations environnementales. Dimension importante. Vous allez avoir qui autour de la table dans cette agora de construction de ce qui est d'intérêt général? Les professionnels, qui sont les salariés de la régie, les élus locaux du territoire, c'est-à-dire les représentants de l'autorité organisatrice, et les associations que je viens de citer, dans leur diversité. De quoi parle-t-on à la minute où tous les mois on est en conseil d'exploitation, en conseil d'administration? On va parler de la politique d'urbanisme, on va parler des investissements en amont des champs captants, on va parler de savoir si on favorise l'implantation d'agriculteurs en bio plutôt que d'agriculture chimique en amont des ressources en eau. On va aller sur d'autres terrains qu'on n'a pas institutionnalisés dans un autre cadre que le cadre où les décisions ne sont plus prises dans un conseil d'administration de société, dans une assemblée générale d'actionnaires ou dans un conseil métropolitain, mais dans un lieu commun. Voilà pourquoi nous ne défendons pas les sociétés publiques locales, nous ne défendons pas les sociétés d'économie mixte, parce que nous défendons une gestion citoyenne et publique de l'eau. Voilà pourquoi nous défendons les établissements publics industriels et commerciaux, c'est-à-dire les régies publiques qui vont permettre cette co-construction, cette co-gestion d'un bien commun par le pouvoir et le contre-pouvoir, par les salariés, leurs employeurs et les usagers, pour construire des réponses d'intérêt général, tant dans la dimension humaine, sociale que écologique. Des choix d'investissement sont déterminés donc par ce travail, par cette intelligence collective, et pas au nom de l'application d'un contrat qui s'applique sur toute sa durée en vertu des obligations respectives du contractant et de l'autorité organisatrice. Voilà pourquoi je défends l'idée que la gestion publique est citoyenne, parce que c'est pas la peine d'aller faire une régie publique pour qu'elle soit aussi opaque que la gestion déléguée à une entreprise privée. Ça n'aurait pas de sens. Il y a d'ailleurs de mauvaises gestions publiques du point de vue de notre fonction d'association d'usagers et de citoyens. Je ne défends pas pour ma part de manière aveuglée la gestion publique. Mais je sais qu'il y a des élections où, en tant que citoyen, je peux me mobiliser, mettre à disposition l'expertise du réseau associatif que je représente, pour dire il faut dégager cette équipe municipale parce qu'elle gère mal l'assainissement ou l'eau. Mais quand on me répond ah ben on peut rien parce que le contrat est signé avec Veolia pour 20 ans, je fais quoi arrivé à l'élection municipale? Je regarde le train passer. Alors voilà pourquoi nous défendons une gestion citoyenne et publique dans le cadre de conseils d'administration, avec voix délibérative pour les représentants des associations et des usagers, pour qu'on assure toute la fonction de transparence, qu'en tant qu'association, on rende des comptes aux citoyens quand les élus font défaut, parce que ça se saurait si les élus étaient parfaits et qu'ils rendaient des comptes à intervalles réguliers sur ce qu'ils font, même quand c'est en service public et en gestion publique. Voilà ce que je voulais dire à cet instant, c'est que la gestion publique, sous la forme d'établissements publics industriels et commerciaux, elle permet à tous les acteurs concernés de se mêler de la gestion et d'avoir en même temps une durée de vie illimitée quant aux projets que l'on déploie au nom de l'intérêt général. Je suis très heureux d'ailleurs d'avoir entendu que l'eau que vous buvez est de très bonne qualité. Pourquoi? Parce qu'à Carthaginoise, nous buvons la même eau, comme dans les 18 autres communes des cantons, des anciens cantons
nord et centre de Toulouse. Il se trouve que depuis fort longtemps, à ma qualité d'élu ou de militant citoyen, j'ai pu constater ou découvrir que la gestion de l'eau potable de notre secteur, de la commune du nord toulousain, se faisait en prélevant l'eau dans la Garonne, à hauteur des Ginestous, à 1 kilomètre en aval des rejets de la station d'épuration de Toulouse. Cette anomalie, pour l'avoir constatée et dénoncée, y compris en tant que conseiller municipal, proposant de modifier cela par un shunt à l'égard de l'eau que pompe Toulouse en amont de Toulouse. Cela a été proposé maintes et maintes fois. Je me suis dit, enfin, en 2008, grâce à Toulouse Métropole, on va avoir la solution, d'autant que c'est Veolia qui va prendre en charge ce réseau. Alors pourquoi, depuis 10 ans donc, pourquoi Veolia, qui doit connaître la chose, n'a-t-elle pas fait le nécessaire pour que nous pompions pas l'eau dans les rejets de Toulouse? D'autant que, dans la dernière facture que nous avons tous reçue, au bas de la page, il y a l'avis de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, qui dit que la station de pompage se fait dans des conditions illégales eu égard à la salubrité publique, je ne trouve pas le terme. Voilà, donc ces questions nous adressent plus particulièrement à M. Mathieu. Je crois que savoir où on implante un captage d'eau potable, savoir où on prend l'eau potable, savoir où on met l'usine d'épuration des eaux usées comme celle de traitement de potabilisation, c'est un choix réellement de l'autorité organisatrice. C'est-à-dire que la question que vous posez, c'est les autorités organisatrices, Toulouse Métropole, la mairie ici, restent toujours propriétaires des ouvrages, restent toujours propriétaires des canalisations. Donc là, il ne faut pas attendre grand-chose, je crois, du privé, monsieur. Ce que vous pouvez en attendre, c'est par contre, une fois que vous avez fixé des objectifs de performance, une fois que vous savez quels sont les objectifs que vous voulez donner en matière de gestion patrimoniale, en matière de qualité d'eau, en matière d'accès à l'eau potable, en matière d'innovation, en matière de recherche et développement, à ce moment-là, vous pouvez l'inscrire dans un contrat avec des indicateurs de performance. Aujourd'hui, nous, on ne signe pas un seul contrat sans indicateur de performance, et on fait du bonus-malus. Alors, ce qui diffère dans mon discours par rapport à celui de Gabriel Amar, c'est que les régies vraiment modernes, elles se rapprochent du modèle de la délégation de service public. C'est-à-dire qu'elles font des contrats, elles se donnent des objectifs de performance, elles essayent de les atteindre, et elles se donnent une durée réduite de contrat. Nous, les contrats qui sont signés en France aujourd'hui, c'est de l'ordre de 12 ans en moyenne. Et donc, ce n'est pas un chèque en blanc à vitam aeternam. Il y a des sociétés publiques locales, il en a cité, qui ont des contrats de 99 ans. Bon. Donc, ce qui est important, c'est là encore, autorité organisatrice, quels objectifs, qu'est-ce qu'on veut faire pour la ressource, comment on veut la protéger, et à partir de ce moment-là, on est capable de transférer ce risque, transférer ces missions à un opérateur privé, et en le contrôlant. Le contrôle, on n'en a pas parlé, mais c'est essentiel. Moi, dans mes tâches ménagères, de temps en temps, je délègue des choses, de temps en temps, je les fais moi-même. Quand je les fais moi-même, j'ai vu ce week-end, globalement, j'ai rien fait. Bon. Si ça avait été à ma femme de ménage, j'aurais dit, quand même, j'avais dit de repasser les chemises et ils l'ont pas fait. Donc, avoir une tierce personne en face de soi qu'on responsabilise sur quelque chose, c'est quand même parfois plus efficace. Merci. Monsieur Bouchot. Oui. Sur la question de les deux questions se rejoignent un peu, puisque on parle d'ouvrage, on parle de durabilité de service, donc on est bien là-dedans. Et quand vous êtes en gestion publique, quand vous avez des élus qui se sont investis pour avoir une connaissance de leur service, ils arrivent justement à résoudre plus facilement ce genre de problème. Et moi, je ne suis pas forcément très favorable à ces discours de signer des contrats d'autorité organisatrice. Enfin, quand on est en régie publique, vous avez des élus qui fixent des objectifs à leur régie. Les indicateurs de performance, bon, de toute façon, il y a une liste réglementaire déjà, donc le BABA, c'est de l'apprendre. Donc, le contrôle du service peut se faire déjà via ces indicateurs de performance, et on peut justement avoir un retour sur cette régie, pour justement qu'elle soit durable, comme vous dites, parce que durable, ça veut dire que ce n'est pas les générations futures qui payeront ce que les autres n'ont pas fait. Hein, on parlait de renouvellement de réseau. À DIN, ça fait 7 ans qu'on est 1,4% de renouvellement de réseau, parce que pendant 15 ans, il n'y a rien qui a été fait. Donc on paye bien pour ce qui s'est fait avant. La régie limitée, oui, attention, parce qu'une régie, justement, elle n'est pas limitée. Une régie, elle dure
que jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les élus décident qu'elle doit s'arrêter. C'est-à-dire que, contrairement à un contrat, quand vous signez un contrat, hein, je n'ai pas évoqué le contrat de la cession de d'épuration de Digne, qui a été signé en 2008 pour 25 ans, jusqu'à 2033. Hein, donc je serai à la retraite, moi, quand le contrat s'arrêtera. Ce contrat, on le subit, et pour le modifier des objectifs dans le contrat, vous êtes obligé de négocier avec un partenaire qui veut ou qui ne veut pas. Pour l'instant, c'est plutôt non que oui. Alors que quand vous êtes en régie, ce sont bien les élus, avec, et là je vois Gabi Lamar, les parties prenantes qui sont présentes au conseil d'exploitation, au conseil d'administration, sur la forme de la régie. Donc c'est vraiment les élus qui décident d'associer les associations de consommateurs, d'autres personnes, les associations environnementales, qui décident de la stratégie et qui peuvent faire évoluer cette stratégie en fonction des retours qu'ils ont sur leur indicateur de performance. Et ça peut se faire très vite, on est bien dans une réactivité. Très bien. Une autre question avec M. Debout. Nous avons créé pour mener le combat en faveur de la régie. Je terminerai clairement sur ce thème-là. Et bon, je vais donner quelques chiffres quand même, parce que sur le débat sur les tarifs, nous avons un document qui nous a été fourni, d'ailleurs comme membre de ce qu'on appelle la commission consultative des services publics locaux, où je siège pour l'association OSOUP 31, dans un document tout à fait officiel de l'Alliance Rado-Garonne, qui dit, un document qui remonte à quelques années, qu'en 2010, le prix moyen de l'eau potable s'élève à 1,61 € TTC par mètre cube pour les communes dont le service est géré en régie, et 1,94 TTC par mètre cube pour les communes dont le service est délégué. En moyenne, pour l'assainissement, c'est des chiffres comparables. C'est-à-dire en gros, entre 15 et 20% plus bas en régie qu'en délégation de services publics sur l'ensemble du bassin Rado-Garonne. Et l'analyse est plus fine même, puisqu'ils font une différence entre les communes de moins de 5000 habitants et les communes supérieures, où les différences sont à peu près du même ordre. Voilà, un chiffre qui est absolument déchiffré, que je peux vous communiquer si ça vous intéresse. Là, ça a été tapé à l'ordinateur, mais le document original, je peux le fournir. Et donc, je siège avec d'autres associations, effectivement, dans cet organe qui s'appelle la Commission consultative des services publics locaux, dans laquelle chaque année, on nous remet le RPQS, qu'on appelle le rapport sur le prix et la qualité des services publics de l'eau et de l'assainissement. Mais cet organisme a, dans la situation actuelle, aujourd'hui dans la métropole, un rôle purement consultatif. Nous pouvons émettre là toutes les propositions qu'on veut, il n'y a aucun pouvoir de décision. Et c'est bien ça le problème de fond qui a été posé très justement par Gabriel Lamar. Parce que dans le cas d'une délégation de services publics, eh bien, il y a une opacité telle que de toute façon nous n'avons pas à avoir au chapitre. Et je voudrais prendre comme exemple, parce que ça a été dit, là c'est un extrait du journal Les Échos du 29 juin 2017 qui dit à propos d'un rapport de la Cour des comptes de la région parisienne, hein, que, examinant les comptes du CEDIF, ou plutôt du VEDIF, une filiale de Veolia Eau, signalant plusieurs choses, irrégularités, mais une en particulier qui m'a frappé, le fait que Veolia Eau se voit aussi reprocher de s'infliger des frais de siège de 7 millions d'euros, et ajoutant le journal, plutôt la Cour des comptes, sans aucun document justificatif. Et c'est bien ça le fond de l'affaire, qui est un problème de démocratie. Parce qu'il y a des régies, Gabriel Lamar l'a concédé, on est bien obligé de le concéder, il y a des régies qui sont mal gérées, bien évidemment. Et pourquoi elles sont mal gérées? Parce que les élus ne font pas le boulot, tout simplement. Et comme ils ne font pas le boulot, ils trouvent commode, on en connaît des élus comme ça, des maires, qui disent pourquoi je vais m'emmerder à gérer mon système? Si j'ai une entreprise privée qui peut le faire pour moi, eh bien allons-y. Et c'est ça qui s'est passé en France. Parce que ce qui n'a pas été dit, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça en France. Dans les années 50, la majorité de la population était encore en régie publique. Maintenant, c'est entre 60 et 70% qui est en délégation de services publics sur l'ensemble de la population. Mais à l'époque, c'était pas ça. Et c'est ça qui s'est passé. Et donc la différence, elle est là. Dans une régie, elle peut être mal gérée, mais s'il y a la volonté politique, et surtout si c'est une régie, comme il a dit, avec un conseil d'administration, eh bien, les différents acteurs sociaux, politiques sont représentés, peuvent peser, et ont droit au vote et décident des orientations politiques. Et ça, pour nous, c'est un jeu démocratique fondamental sur lequel nous nous battons, et je vous invite à bien y réfléchir. Merci pour votre intervention. Sur le sujet du prix et pour alimenter le débat, il y a un truc qui est très clair, c'est que les délégations de services publics gèrent les services les plus complexes. C'est-à-dire que c'est la complexité, c'est le jour où il a fallu mettre un nouveau
un nouveau étage de traitement d'assainissement, un nouveau traitement sur l'eau potable. Et évidemment, c'est lorsque les services sont devenus le plus complexes, vous disiez tout à l'heure, monsieur, très justement, que dans les années 50, c'était pas comme ça, mais parce que la complexité du service public a grandi, et donc les maires ont eu tendance à déléguer à des gens de plus en plus professionnels. Voilà ce qui s'est produit. Je vais vous prendre un exemple très simple. Les délégations de service public, elles gèrent majoritairement des eaux qui sont des eaux à l'origine polluées, qui sont des eaux de surface, là où les régies sont dans des eaux profondes. Donc rien que sur le traitement, il y a déjà une différence. Mais si vous comparez sur un même service, on peut le faire n'importe où. On peut le faire demain à Digne, hein. On peut lancer un appel d'offres à Digne, on verra à quel prix répondent les entreprises par rapport à la régie. Ce sera instructif. Donc si on compare commune par commune, service par service, avec le même niveau de qualité, évidemment qu'aujourd'hui, l'efficacité économique fait que les délégations de services publics sont très 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 bien placées. Oui, ben c'est sûr qu'à Digne, aujourd'hui, si on lance un appel d'offres, et que ça fait 10 ans qu'on est bientôt, enfin 9 ans qu'on est en régie, et qu'on a fait tout un travail de fond, le service est en meilleur état. Moi, mon sujet, comprenez bien, c'est que si on... Je comprends que les tuyaux s'inaugurent pas comme les routes et les écoles, parce qu'ils sont sous le sol, et qu'il n'y a pas de coupons à les découper. Mais 2 tiers de la France est en surface, je ne parle pas en poids de population, en surface est en régie directe ou régie publique sous forme d'établissements publics industriels et commerciaux. Les contrats des entreprises privées ne sont pas les plus nombreux en termes de contractualisation entre une autorité organisatrice et des opérateurs privés. Ils sont minoritaires. Et donc, si on laisse se développer cette culture-là, c'est non seulement les services publics de l'eau et de l'assainissement, mais demain, tout ce qui serait réputé compliqué, comme y compris les candélabres qui risquent de nous tomber sur la tête parce qu'on les entretient mal, parce qu'on n'a pas le bon niveau d'investissement dans son budget principal de commune, alors on ne change plus les candélabres, puis tout d'un coup on dit « oulala, il faut changer tous les candélabres d'un coup, parce qu'on ne les a pas entretenus », alors là on fait un partenariat public-privé, et on va payer 4 fois, 5 fois la valeur des candélabres, parce qu'on va le confier à une entreprise privée qui va vous vendre en même temps le marché d'entretien. Vous voyez? Pour ces candélabres. Les candélabres, en comptabilité publique, on les amortit en 5 ans. C'est une petite dépense. Il n'y a pas besoin de faire ce type de choses. Quand on nous dit, oh là là, il y a à faire en sorte de potabiliser différemment, il va falloir faire un ouvrage de 5 millions, de 10 millions, de 20 millions. Mais si on est en régie publique et qu'on a un prêt de la Caisse des dépôts à 0% sur 30 ans, plus un prêt de la Banque postale à 1 ou 2% sur 20 ans, on va amortir financièrement cet ouvrage sur une telle durée, plus les amortissements techniques qui sont autorisés sur la durée d'utilisation en comptabilité publique, et votre ouvrage qui coûte plusieurs millions d'euros, en comptabilité publique, il ne vaut que 3 centimes, 6 centimes, allez, 20 centimes par mètre cube. C'est-à-dire rien du tout. On se fait peur avec des complexités technologiques que, je vous rassure, les 24 000 services publics de l'eau et de l'assainissement, qui n'ont pas besoin du logo de Veolia sur la fiche de paye des agents, qui n'ont pas besoin du logo de Suez sur le casque des agents, qui n'ont pas besoin du logo de la Sogedo sur le corrélateur acoustique, savent faire le boulot correctement et répondre à cette complexité. Ils n'ont pas besoin de ces logos-là sur les fiches de paye et sur vos factures pour le faire. Vous êtes à la tête, à Toulouse, d'une agglomération qui produit 50 millions de mètres cubes. Vous en consommez 43 millions. Vous vous rendez compte sur quoi vous êtes assis? Vous êtes riche. Vous avez le pouvoir en tant qu'usager, avec vos 50 millions de mètres cubes par an produits, de vous acheter ce que vous voulez. Sauf que ça sera au prix coûtant. Il n'y aura rien de plus à l'intérieur de vos factures. Merci. Vous nous proposez, enfin, on parle de 2 systèmes de gestion, la régie publique ou la délégation. Il existe une 3e alternative qui s'appelle la CEMOP également. Alors c'est à Chartres, hein, j'en parlais tout à l'heure, ils viennent de le faire dans la ville de Chartres. C'est une société d'économie mixte en fait. Hein. Voilà, plus ou moins. Voilà, c'est récent. Plus ou moins, où c'est la possibilité de déléguer à une privée
le public dans l'entreprise et qui permet d'avoir justement un regard sur tout ce qui se passe. Et c'est le public qui dirige. Voilà, c'est le public qui dirige, puisque c'est lui qui dirige. C'est un statut, monsieur. Ah, c'est un statut. Donc ça permet d'avoir un regard. Une société d'économie mixte, c'est le public qui commande, c'est un statut. Vous allez. Ok, d'accord. D'accord. C'est la CEMOP dont il parle, c'est pas de la société d'économie mixte que Oui, vous c'est ça. connaissez en Allemagne. Ça n'a rien à voir. Ok, comment vous poursuivez, monsieur? Donc c'était, voilà, il avait cette troisième alternative. Ok. Et je voulais savoir pourquoi elle n'était pas forcément proposée. Mais elle existe, à charge. Et qu'elle existe. Bon, hein. Voilà. Et ça permet d'allier les deux, la technicité et le savoir-faire d'un privé, tout en ayant le regard du public, autant sur les comptes que sur ce qui se passe. Vous avez raison, monsieur, c'est intéressant. La société d'économie mixte à opération unique, c'est tel que vous l'avez décrit, c'est donc une société d'économie mixte qui a pour objet de gérer normalement un service ou une mission. Alors, il y a une tendance, en effet, qui existe dans un certain nombre de communes ou de services à demander à ce que ce soit justement cette fameuse CEMOP qui opère le service. Et je crois que vous avez bien résumé. Il peut y avoir des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que la différence, la grosse différence, c'est que les élus sont dans la société. Voilà. Et alors, quand on est dans la société, ça a un avantage, c'est qu'en effet, on co-gère la société. Et puis ça peut avoir un inconvénient, c'est qu'on n'a plus cette distinction à laquelle je suis vraisemblablement le seul à tenir, j'ai compris, entre autorité organisatrice et opérateur. Voilà. La distinction, elle existe, mais elle est un peu plus floue, parce que vous êtes à la fois autorité organisatrice et à la fois opérateur. Alors c'est un problème qu'ont également les régies. Hein. Je veux dire, quand vous êtes élu à Paris, en même temps président de votre société d'eau, vous n'avez pas cette distinction-là. Mais en tout cas, ce que je peux dire de manière très objective, c'est qu'il y a un certain nombre de collectivités qui ont fait ce choix-là et qui, en effet, a pour objectif d'associer l'efficacité du privé et en même temps le contrôle à l'intérieur de l'entreprise plutôt qu'à l'extérieur de l'entreprise par le public. Et pour répondre à Gabriel Amar, c'est vrai que vous aviez raison, le président de la société, à ma connaissance, le président est toujours un élu. Et la répartition entre public et privé peut être variable et peut y avoir des majorités publiques comme des majorités privées. Alors la CEMOP, on a enlevé le U à la fin, je ne sais pas pourquoi, mais ce que je sais par contre, c'est que c'est une loi récente, celle de 2015. Elle ne s'apparente absolument pas aux sociétés d'économie mixte que nous connaissons dans les différents domaines de la vie locale, notamment en aménagement. C'est peut-être pour ça que vous avez cru qu'on faisait référence à ce modèle assez ancien de société d'économie mixte. C'est en 2015 qu'il a été créé par le législateur. Force est de constater pour l'instant qu'il n'y en a que quelques-unes qui ont été créées. Il y en a une dans mon département, à Dole. C'est un modèle dans lequel la collectivité est actionnaire minoritaire, obligatoirement minoritaire. Si un élu préside, il préside un conseil d'administration dont l'ordre du jour se fait sur la base de ce que le directeur général soumet à l'arbitrage avec l'accord du président du conseil d'administration. Donc la fonction de directeur ordonnateur, plus vulgairement de PDG, là en l'occurrence c'est de directeur général, eh bien c'est le professionnel et pas l'élu qui a la responsabilité juridique, pénale et civile vis-à-vis des usagers et absolument pas le président du conseil d'administration de la CEMOP. Ces deux fonctions sont distinctes. D'ailleurs, ça existe aussi avec les régies publiques à personnalité morale où l'ordonnateur est le directeur de la régie et l'élu est président du conseil d'administration. Dans ces sociétés, vous n'avez plus le vote effectif des usagers et encore moins des salariés. Vous aurez un censeur observateur si le conseil d'administration daigne bien créer ce siège d'observation, mais il n'aura pas voix délibérative comme il pourrait l'avoir dans un établissement public, industriel et commercial que j'appelle plus vulgairement la régie publique. Et qui est l'actionnaire majoritaire de ces CEMOP? Je ne sais pas si à Chartres vous savez qui.
Je ne le sais pas. Non. Mais à Dole, c'est Suez Environnement qui était délégataire avant la création de la CEMOP dans la même commune. Suez Environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le cheval de Troie de la réinstallation sous une autre forme juridique, sans négociation préalable, la plupart du temps, en tout cas dans les premières expériences qui sont menées, de la réinstallation des délégataires privés qui étaient dans la forme juridique précédente. J'attire votre attention sur le fait que ces sociétés auront un régime fiscal et une comptabilité qui s'apparentera à celle des sociétés privées, et donc les politiques d'amortissement notamment, mais aussi les politiques de placement financier ou de rémunération. J'attire par exemple votre attention sur le fait que les administrateurs de régie sont bénévoles. Les administrateurs de sociétés d'économie mixte peuvent toucher des jetons de présence. Et comment sont-elles payées? C'est avec vos factures d'eau. Très bien, merci. Dernière intervention. Alors, oui, assez brève, s'il vous plaît, parce qu'il reste encore quelques questions. J'aimerais que tout le monde puisse poser sa question. Qu'on soit clair, moi je vous ai dit depuis le début que j'étais pas du tout opposé, au contraire très favorable à ce que les régies publiques fassent appel aux entreprises privées lorsque c'est nécessaire. Je rappelle, une régie publique, c'est pas une régie qui va tout faire, on va créer du personnel pour être là et tout faire. Vous pouvez très bien passer des marchés publics sur des opérations ponctuelles pour le faire. La CEMOP, c'est quelque chose qui a été inventé après l'échec des partenariats publics-privés, parce que ça ne marchait pas. Le Cour des comptes a fini par dire non, il ne faut pas y aller. Et puis le cas de Chartres, je sais pas, mais le directeur adjoint qu'on a recruté à Digne au mois de décembre, il venait de Chartres parce que justement, il ne se reconnaissait pas dans le projet de Chartres, il a préféré venir à Digne sur un projet de gestion publique. Une question du public, ici s'il vous plaît. Oui, depuis le début de la soirée, on a beaucoup parlé de prix, de rapport qualité-prix, etc. Il y a quand même un problème qui va devenir de plus en plus important, c'est le problème de la rareté de l'eau. Alors, c'est un critère, le prix, c'est un critère important, mais le respect de la ressource, le management de la ressource, c'est aussi très important. Et je dois avouer que je ne fais pas beaucoup confiance à Total pour gérer, à la compagnie Total, pour gérer la diminution de la ressource pétrole. Je ne fais pas non plus confiance à Philippe Maurice pour lutter contre le tabagisme. Et je dois dire qu'il me paraît difficile qu'on demande à des entreprises privées de scier la branche sur laquelle elles sont perchées, à nos frais, et d'œuvrer pour qu'il y ait, en fait, une diminution de leur chiffre d'affaires. Ce qui est souhaitable, c'est qu'on consomme de moins en moins d'eau. Et donc, va-t-on demander, et surtout va-t-on être écouté quand on va parler de diminuer la consommation? Or, ce problème-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de la prospective, mais un jour ou l'autre, on va le retrouver dans notre facture. Voilà. Le problème de l'objectif de baisse des consommations, c'est un sujet qui est partagé par toutes les parties prenantes. C'est un sujet qui est partagé par les collectivités comme par les entreprises. Une régie, elle n'est pas différente vis-à-vis de ce phénomène. Quand les volumes vont baisser, les budgets vont baisser. C'est vrai que vous appeliez Régie de Digne comme vous appeliez Sogedo. Il n'y a pas de différence par rapport à ça. Par contre, il y a un sujet qui est important, c'est que c'est la performance des réseaux. Et sur la performance des réseaux, monsieur, je vous apprendrai que les services en gestion déléguée sont beaucoup plus économes de la ressource que les services en régie. Ce qu'on appelle les rendements de réseau, les pertes en eau, j'ai vu d'ailleurs dans un des fascicules des défenseurs de la régie qui disent 11% de pertes en eau à Toulouse, quel scandale, il faut demander un audit, etc. Mais 11% c'est une performance exceptionnelle. Pourquoi? Parce que protéger la ressource, ça demande de la technologie. Ça demande d'équiper les réseaux, ça demande d'équiper les compteurs, ça demande de la réactivité. Il faut chasser les fuites. Donc là-dessus, la question, et c'est les mêmes chiffres que citaient mes collègues, quand vous regardez le système d'information national, eh ben, vous trouverez
qu'il y a un écart favorable aux délégations de service public et à nos entreprises en matière de protection de la ressource. Vous avez raison de vous en préoccuper, mais là encore, en termes de vente, il y a des baisses continues de consommation en France, hein, c'est de l'ordre de 1%. Il n'y a pas de différence d'ailleurs entre régie et DSP. Par contre, la différence, c'est que nous, on est un peu meilleur sur les protections de la ressource en termes de fuite d'eau. Bon, je demande à ce qu'il soit communiqué publiquement la référence qui vous sert à affirmer ça, monsieur, ce soir, parce que moi je ne l'ai pas en référence. Je sais pas, monsieur Bouchot donnera son avis. Je peux le faire tout de suite. Digne n'est pas un exemple. Hein. Comment ? Digne n'est pas un exemple, puisqu'on a fait plus 30. Oui. Donc, vous avez 30% de fuite. Hein. Non, on a fait 30% de mieux que le délégataire. Oui, mais vous êtes à 70% de rendement, donc vous avez 30% de fuite. Oui, délégataire 44%, et Toulouse c'est 11%. Non, on va avoir débat. Alors sur Blagnac, je crois avoir lu dans la presse. Je crois avoir lu dans la presse qu'il y a 11,6 à Toulouse. Je crois avoir eu un article dernièrement qui est de 11,6. Voilà, c'est un très très bon rendement. Voilà, puisque normalement c'est 20, et chez vous à Digne c'est 30. Attendez, excusez-moi, mais je rappelle quand même quelque chose. Vous êtes là sur des chiffres qui sont en mode déclaratif, sur lesquels vous êtes totalement aveugle et incapable de vérifier. Vous prenez Digne-les-Bains. Avant, excusez-moi, quel était le chiffre de Digne-les-Bains dans la dernière année de délégation de service public en rendement de réseau déclaré par l'opérateur privé? Alors en 2007, on était, délégataire affichait 71% de rendement de réseau, ce qui fait 29% de fuite. 2 ans plus tard, j'avais mis le nez dans les chiffres, on était tombé à 44. Voilà. Le réseau, il ne s'est pas dégradé en 2 ans. Merci. C'est un mode déclaratif. Moi, ce que je dis ici, c'est que j'ai zéro confiance dans ce que déclarent les opérateurs, publics comme privés, dès lors que, je dis bien public comme privé, dès lors que on ne peut pas, en toute transparence, avoir accès à la comptabilité générale pour les uns, au compte administratif pour les autres, comptabilité générale pour les sociétés privées, compte administratif pour les régies publiques, de manière à rapporter ce qui est déclaré sur plusieurs années aux éléments financiers réellement investis dans les territoires considérés pour vérifier quel est le niveau des investissements. Pourquoi je dis ça? Parce que comment vous faites, alors que les canalisations de Toulouse ne peuvent pas avoir une durée de vie supérieure à 100 ans, et que vous avez aujourd'hui, et sur le contrat qui vient de s'écouler, des renouvellements de réseau, comme si les conduites pouvaient durer 300 ans, d'accord? C'est ça le niveau des investissements dans l'agglomération toulousaine, et afficher des rendements de réseau aussi hauts, et que ça soit les vrais et les bons. Je n'ai pas confiance. Parce que les canalisations de Toulouse, elles ne peuvent pas durer 300 ans. Donc l'entretien, il est mal fait au regard des chiffres qui sont déclarés, et pour autant on déclare des réseaux et des rendements performants. Je préfère les rapports de Suez, vous voyez, qui admettent qu'à Blagnac ou à Bruguière, par exemple, le rendement est de 58%. Je me dis là, ils ne se tirent pas une balle dans le pied, ils doivent être plus près de la vérité. Et quand je vais voir le taux de renouvellement, c'est assez cohérent. Et en effet, après, je peux comparer avec la régie de Tournefeuille et des autres communes qui est à 86,3. Mais là, j'ai accès au compte administratif. Il est public, il est voté par le conseil syndical ou le conseil municipal chaque année. Et Blagnac, d'ailleurs, souhaite remunicipaliser. Comment Et Blagnac souhaite remunicipaliser. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on a des réalités juridiques et comptables qui devraient nous permettre de vérifier. Je dis, en régie publique, on peut mieux le vérifier. En délégation, on ne peut pas le faire. Si vous le permettez, une question du maire de l'Union qui nous accueille, et après vous interviendrez. Marc Perret, s'il vous plaît. On est juste, avant la question, revenir sur l'excellente question qui a été posée précédemment sur la raréfaction de l'eau. Parce que ce n'est pas uniquement de la prospective, hein, puisque je rappelle quand même qu'à Rome, cet été, si je ne me trompe pas, pendant 8 heures consécutives, la ville de Rome a fermé l'eau pour l'ensemble de sa commune parce qu'il n'y avait plus assez d'eau qui venait alimenter le réseau. Donc ce sont des questions avec l'élévation des températures, l'évapotranspiration, je crois que c'est le terme, je vais regarder M. Bourreau.
évapotranspiration, c'est ça, qui augmente de manière exponentielle avec l'augmentation des températures, la question de la raréfaction de l'eau, sur un terme qui est un terme de 12 ans dont on parle pour la DST, est une question qui doit être traitée de manière très efficace. Moi, je voudrais juste poser une question sur, vu du point de vue des salariés. Je vais simplifier l'image à des fins de grande simplification. Je prends Toulouse, supposons qu'aujourd'hui il y ait 1000 salariés Veolia, par exemple, qui travaillent aujourd'hui sur l'eau et l'assainissement, et supposons qu'en décembre 2018, le Conseil métropolitain décide de passer en régie publique. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est ces 1000 salariés qui aujourd'hui ont une feuille de paie avec Veolia, que deviennent-ils et quel est l'avenir de leur emploi? Moi, je suis beaucoup plus optimiste que Gabriel Amar. C'est ça la différence entre lui et moi, fondamentalement. C'est-à-dire que lui, il n'a pas tellement confiance dans les élus, il n'a pas tellement confiance dans les entreprises publiques, il n'a pas tellement confiance dans les entreprises privées, les chiffres sont trafiqués, etc. Mais il y a quand même des gens qui vérifient les chiffres. Hein. Vous savez que quand on prélève dans une nappe d'eau, il y a des gens qui contrôlent. Quand les compteurs sont contrôlés, et quand on parle des rendements de réseau, c'est jamais que le ratio entre ces deux-là. Donc moi, j'ai plutôt tendance à avoir confiance dans les chiffres. Mais je vais répondre à Monsieur le maire. Monsieur l'a dit d'ailleurs, hein, dans le cas de... le Code du travail français fait que, globalement, en cas de changement d'un opérateur, les salariés sont protégés, ce qui est une très bonne chose, et donc les salariés protégés, il se produit que le nouvel opérateur doit récupérer les salariés précédemment affectés au contrat. Voilà. Après, ça veut dire que si demain il y a un changement d'opérateur sur Toulouse, ce sera le cas. Si demain il devait y avoir une régie publique, ce serait le cas, etc. Mais il y a quand même une chose qui est importante, c'est que quand vous êtes dans l'entreprise privée, vous avez un niveau de formation qui est très élevé. Vous avez, nous par exemple, je vais vous donner, en France, on a 1400 apprentis. 1400 apprentis. On intègre des jeunes, on a des centres de formation, on les forme, on leur donne un boulot. Bon, c'est sûr que quand vous êtes à l'échelle de SOR, Suez, Veolia, c'est plus facile à faire. Quand vous faites de l'échange entre les salariés, de bonnes pratiques, c'est plus facile à faire que lorsque, après, vous les maintenez dans un périmètre qui est fermé. Donc, les salariés des entreprises, aujourd'hui, ils ont une performance, parce qu'ils ont été formés aux meilleures techniques, parce qu'ils connaissent bien le réseau, mais c'est aussi une performance qui est liée à leur présence dans l'entreprise. Et c'est là la différence aussi entre entreprise privée et entreprise publique. Non mais je voudrais rassurer, il y a 24 000 services publics de l'eau et de l'assainissement en France. Les entreprises privées n'ont que 11 000 contrats. D'accord? Bien. Donc, ce que je veux dire, moins, même moins, vous voyez? Bon. Donc, du point de vue de la mobilité des salariés, pour se déplacer dans notre beau pays, il y a plus d'offres d'emploi possibles dans des services publics d'eau et d'assainissement qu'il n'y a dans les contrats de ces entreprises privées. C'est un faux argument, excusez-moi, monsieur Mathieu, parce que dans la fonction publique territoriale, par exemple, comme j'ai pas compris que vous proposiez de tout passer la fonction publique territoriale en délégation de service public, je veux rassurer les fonctionnaires territoriaux, on a des mutations, les époux arrivent à suivre leur compagne, et les épouses arrivent à suivre leur époux dans le déroulement de carrière dans la fonction publique territoriale. Sinon, on va finir par croire qu'il faut tout donner en gestion privée de l'activité communale, métropolitaine, des départements et des régions. C'est peut-être l'ambition de ceux qui développent des politiques et des stratégies économiques qui visent à tout monétariser, mais tout le monde ne partage pas ce point de vue qui finit par être très idéologique finalement, puisque la France est aussi debout par cet investissement public, par ce don de soi des agents publics. Maintenant, malheureusement, depuis 1926, on ne peut plus créer une régie publique avec des fonctionnaires après une délégation à une entreprise privée. C'est pas un truc récent, c'est très vieux. Ça va bientôt avoir 100 ans. Donc on est obligé de créer des établissements publics industriels et commerciaux. Et en effet, tous les salariés des entreprises privées, monsieur le maire, sont les bienvenus dans ces régies publiques sous forme d'établissements publics industriels et commerciaux. Mais maintenant, c'est dans les mêmes termes juridiques que si demain, c'est Suez qui prend la relève de Veolia à Toulouse. Vous pouvez poser la même question. Enfin, si la concurrence est réelle et que Suez a des chances de prendre la place de Veolia à Toulouse. Si c'est vrai que les dés ne sont pas pipés, alors monsieur, il faut aussi poser la question à qu'est-ce que deviendront les 1000 salariés de Veolia
le 31 décembre, ou le lendemain à 8 heures, ce serait Suez, la SOR ou quelqu'un d'autre qui prendrait le relais, et pas la régie publique. Et bien moi je vous réponds la même chose pour la régie publique que si c'était Suez qui prenait la place de Toulouse, la place de Veolia à Toulouse. Le logo changerait sur la fiche de paye. Voilà ma réponse. Les mêmes salariés iront au même poste de travail. Voilà ce qui va se passer dans 99% des cas. Alors peut-être plus encore avec la régie publique que si c'est Suez qui prend après Veolia. Parce que le projet de service ne sera pas avec l'horizon du chiffre d'affaires à réaliser, avec l'horizon des remontées financières et des logiques de court terme pour tenir les objectifs commerciaux qui ont été fixés par l'Assemblée Générale et le Conseil d'administration de la filiale ou de la holding. On sera plus dans le travail sur le temps long, en se préoccupant du grand cycle de l'eau. Vous avez parlé de la raréfaction de la ressource. Il faut se poser la question de manière globale et regarder aussi comment la facture de l'eau peut aller sur le terrain de cette protection, de cet enjeu. Merci. Je pense notamment, excusez-moi, je pense notamment à ce que l'on arrive à déminéraliser nos communes pour, de manière diversifiée, permettre à nouveau que le petit cycle de l'eau produise de l'eau en local et qu'on ne soit pas obligé d'aller chercher la ressource en eau toujours plus loin. Dernier aspect, il y a un engagement solennel qu'il faut prendre quand on passe en régie publique et qu'on s'adresse aux salariés de Veolia, de SOR, de Suez ou de n'importe quelle autre entreprise privée. C'est extrêmement important. Nous, en tant qu'association d'usagers, on le défendra toujours. On ne peut pas laisser penser aux salariés de Veolia ou de Suez que les élus vont chercher à avoir des prix anormalement bas et que ça se fera au détriment des conditions de travail, des rémunérations et des acquis des salariés obtenus parfois de longues luttes dans ces entreprises privées. J'invite vraiment les élus à tenir les deux bouts de la chaîne. La gestion citoyenne et publique, mais aussi le modèle de régie qui permettra de dire aux salariés de Veolia, vous êtes les bienvenus et dans l'accord cadre que nous vous proposons de travailler avec vous et pas contre vous, nous reprendrons tous les avantages acquis que vous avez obtenus dans ces entreprises et vous pourrez travailler dans de bonnes conditions dans le modèle de régie dont nous sommes porteurs. Une intervention pour France au public, s'il vous plaît. Et pour continuer sur ce volet, donc je ne reviens pas sur la question des contrats, sur la formation, je tiens aussi à vous rassurer, monsieur le maire, mais tous ici présents, il y a des organismes de formation, qu'ils soient locaux, qu'ils soient nationaux, qui permettent aux agents des services d'eau, qu'ils soient dans le privé comme dans le public, de se former et d'accroître leurs compétences pour être performants. Moi, j'insiste et j'affirme qu'une régie publique est aussi performante qu'une entreprise privée. Ensuite, sur la question de la rareté de l'eau, oui, effectivement, je n'avais pas répondu, mais nos services, et là je reviens sur le projet de service et le travail que les élus doivent faire, et justement, en gestion publique, ils ont cette connaissance, ils arrivent à plus facilement prendre des décisions. Ce sont bien des questions de projet de service, d'investissement du service, pour faire en sorte de moins gaspiller l'eau, de mieux traiter, parce que tout à l'heure vous avez parlé d'assainissement, de mieux traiter l'assainissement, pour que derrière, il n'y ait pas de problème. Et donc, cette question de rareté, elle est déjà vue aujourd'hui, elle est anticipée. Ensuite, vous posez une vraie question sur le chiffre d'affaires, ou du moins le bilan financier. De toute façon, si demain, il y a moins de consommation d'eau, que l'on soit en public ou en privé, il y aura moins de recettes, alors que nos services d'eau, ce sont des services qui sont principalement à charge fixe. Donc là, il y aura un vrai débat de société sur le prix de l'eau et ou tout du moins du financement du service de l'eau. Messieurs, c'est très intéressant, mais il est tard. Vous voyez, il y a des gens qui commencent un petit peu à rentrer chez eux, c'est logique. Alors, s'il vous plaît, on s'était engagé. 2 dernières questions, ce seront des questions flash, réponse flash, et on passe aux conclusions. S'il vous plaît, monsieur. Ça sera aussi flash que les intervenants. Une question de Guillaume Tréjard, au nom des comités de quartier, qui est membre du collectif pour une régie. Sur le renouvellement des réseaux à Toulouse, il y a eu 2 chiffres évoqués. Un renouvellement à 0,8%, qui est le rendement actuellement, et un chiffre à 0,4%. Je voudrais rappeler que quand même, quand Toulouse a baissé le prix de l'eau de 25%, à l'issue de la négociation, Toulouse a dû lâcher de diminuer le renouvellement du réseau de moitié. On peut imaginer que ce n'est pas la demande de la collectivité, que c'est la demande
de Veolia avec qui il y avait le contrat. Ils sont descendus de 0,8% par an à 0,4% par an. Donc, quand on parle de professionnalisme, peut-être s'il y avait une régie et qu'il y avait la possibilité d'une réactivité directe sur ces questions-là, on n'aurait pas été coincé par un contrat avec l'exposition éventuellement à des risques de dommages d'intérêt derrière, on reprend le contrat, et donc il a fallu négocier. Après, c'est une interpellation auprès de la FP2E, donc la Fédération des entreprises. Je suis très content que vous vouliez qu'il y ait un débat public, que vous appréciez qu'il y ait des débats publics. Est-ce que vous pouvez intervenir auprès de Toulouse Métropole pour qu'il y ait un débat public? On demande qu'il y ait un débat public à l'échelle de la métropole, puisqu'on parle de la métropole. Il y a une initiative sur le Lyon, en association avec la mairie de Saint-Jean. On attend impatiemment qu'il y ait un débat à l'échelle de la métropole. Réponse, en l'occurrence, la métropole a déjà acté qu'il y aurait le choix entre deux systèmes. La régie publique, donc pas de CEMOP, pas d'autre système, la régie publique ou une délégation privée de tout le service de l'eau ou de tout le service d'assainissement, ou les deux. Et donc toutes les formules intermédiaires. Mais la procédure, au lieu de faire ce choix, on va aller vers l'un ou l'autre, et après on engage le travail pour le mettre en œuvre, le choix il n'est pas fait, et la procédure est déjà lancée à recueillir les offres du privé, sont en cours de négociation actuellement, et le cahier des charges qui a été donné aux entreprises sur les objectifs de Toulouse Métropole pour la gestion des services de l'eau et de l'assainissement n'est pas rendu public. Les entreprises l'ont eu pour préparer leurs offres. C'est les orientations données par la collectivité pour qu'ils préparent leurs offres. En décembre, un choix, on a demandé que ce cahier des charges donné aux entreprises, qui n'atteint pas donc la concurrence des entreprises, puisqu'elles ont toutes le même cahier des charges, il soit rendu public, qu'on puisse comparer ces éléments-là à ce qui se passe en régie publique et le débat de manière publique pour qu'il y ait un choix, puisque, comme ça a été dit, ça va engager deux mandats. Donc au moins qu'on ait un débat public. Il semble que vous avez évoqué que ça va entre 0 et 5% la rémunération des entreprises privées. Il semble que les contrats, en ce moment, sont autour de 4% de rémunération. Il semble aussi qu'en ce moment, ils sont autour de 3 de rémunération pour les frais de siège, les frais de la maison mère. Donc on sera à 7% du chiffre d'affaires. Il semble que c'est ce qui se pratique. Ce qui pourrait se pratiquer, par exemple, dans le cahier des charges de Toulouse Métropole, 7%. On est sur un marché de 12 ans, 2020-2031, à 1,2 milliard de chiffre d'affaires. On prend 7%. On est à 85 millions. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Baisser le prix de l'eau de 20 centimes, ou passer de 0,8 de renouvellement des réseaux à 1,2, ou doubler le renouvellement des réseaux d'eau potable, toujours au lendemain, avec cette seule somme qui se pratique actuellement de rémunération et de frais de siège sur lesquels se rémunèrent les entreprises. Parce que, heureusement, l'ancien système où les entreprises vont avoir le contrat donné chaque année, par exemple, Veolia à Toulouse, c'était 10 millions par an qui étaient donnés pour avoir le contrat, qui était ensuite un emprunt fait par Veolia et remboursé avec intérêt par l'usager de l'eau. Heureusement, cette somme, on l'a plus, la redevance. On n'a plus le ticket d'entrée depuis la loi Sapin. Mais il y a encore ces 7% environ. Donc là, ça donne quand même une idée, quand on pense que ça fait passer de 0,8 pour eau et assainissement renouvellement de 0 à 1,2 avec toutes les économies qui sont en train derrière. Par rapport à la réfraction de ressources, ça laisse à penser. Donc, si vous pouviez intervenir au niveau de la FP2E pour que Toulouse Métropole organise un débat public et avec France au public, à nouveau, mais à l'échelle de la métropole, ce serait formidable. Sur la comparaison que vous faites sur les frais de siège et autres, ne vous méprenez pas. Je veux dire, le système de la délégation de service public, c'est un système de mutualisation. Moi, ce que vous appelez les frais de siège, je les connais. J'ai en face de moi le directeur technique de Suez Eau France, celui de Veolia, celui de SOR, celui de Sogedo. Ils se réunissent et ils échangent sur des sujets techniques au sein de la FP2E. Je veux dire, ces gens qui sont au siège parisien ou régional, ce sont des gens qui, d'une manière directe ou indirecte, interviennent sur les contrats. C'est l'essence même de l'entreprise que d'avoir de la mutualisation. Et la mutualisation, c'est le fait de se dire qu'à un moment donné, plutôt que d'avoir 2,75 électromécaniciens et 3,2 chimistes, et ben eux, ils sont capables d'en mettre le meilleur nombre, là où la régie, les virgules, ne les connaît pas. Donc elle sera obligée d'en mettre 4 ou 5. Donc la mutualisation des ressources de l'entreprise,
C'est ça qui fait l'efficacité de l'intervention de l'entreprise au sein des services publics, et c'est ça que vous retrouvez aussi dans ces niveaux de strates supérieures qui se répercutent évidemment sur les charges de l'entreprise. Et ce qui est important au final, c'est quoi? C'est est-ce que ça va me coûter plus ou moins cher que la régie, et est-ce que je vais avoir plus ou moins un bon service? Donc c'est ça, c'est le rapport qualité-prix. Et si le rapport qualité-prix, si aujourd'hui la délégation de service public gagne du terrain, et si aujourd'hui à 98% c'est le choix qu'on fait, c'est parce que évidemment qu'il y a de l'efficacité. Autre question? Oui. Juste, excusez-moi, parce qu'il y avait 3 fois que la question de la mutualisation est évoquée par ces échanges. Si vous me permettez, je m'interdisais d'y répondre depuis tout à l'heure, mais je crois que c'est important d'y revenir. Bon, vous avez la chance d'être dans un territoire où il y a 50 millions de mètres cubes produits chaque année. En effet, ils sont produits, donc prélevés dans la nature, gratuitement. J'attire votre attention parce que comme ça, en effet, moi je prends les chiffres très au sérieux. Il y a donc 43 millions de mètres cubes consommés, donc il y a 7 millions de mètres cubes qui ont été potabilisés pour rien dans votre territoire. 7 millions de mètres cubes, c'est pas une paille. Bon. Donc en effet, les chiffres sont importants et il faut les avoir à l'esprit. Sur la question de la mutualisation, quand on a la chance d'avoir 43 millions de mètres cubes facturés, ça veut dire déjà que vous avez la surface en tant qu'usager qui a quitté vos factures. À 98,9% vous payez vos factures tellement vous êtes addict à l'eau. Hein, et donc vous assurez votre pouvoir et votre capacité à vous payer les métiers indispensables. La preuve, vous les payez déjà à la multinationale qui vous distribue. Vous payez les équivalents temps plein et les emplois partagés sur plusieurs contrats. Il nous arrive parfois d'avoir des doutes et d'un peu avoir le sentiment que plusieurs emplois sont répercutés dans plusieurs contrats différents et finalement payés plusieurs fois par les usagers, mais on n'a pas toujours les éléments. Je vous disais, il faudrait aller dans la comptabilité générale des sociétés pour en avoir le cœur net. Mais ce que je sais, c'est que plus que dans les communes rurales, vous avez la surface économique et financière par votre volume d'eau consommé pour vous payer les emplois indispensables à l'ensemble du petit cycle, eau potable et assainissement. Et si par hasard, il y avait 1/10 de temps d'électromécanicien, qu'il y avait 2/10 de temps de pelleteuse, ou je ne sais quoi, qui n'était pas déjà couvert par vos 43 millions de mètres cubes que vous payez chaque année dans l'agglomération toulousaine, je vous rassure, pour ces temps partiels où il n'y aurait pas les équivalents temps plein et les savoir-faire dans une régie, je peux vous assurer qu'ils y arrivent dans les régies à 100 000 mètres cubes, ou à 1 million de mètres cubes, ou à 3 millions de mètres cubes. Alors à 43 millions de mètres cubes, on a un sacré pouvoir d'achat pour se payer les compétences. Mais, si tentez, eh ben vous ferez comme à Digne. Vous ferez un marché à bon de commande avec un bordereau de prix pour des prestations de services uniquement quand vous en avez besoin. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie de voir que j'avais besoin pour une armoire électromécanique d'une intervention une fois par semaine. Eh ben, j'ai pas employé une personne à plein temps à la commune pour aller vérifier l'armoire une fois par semaine. J'avais l'intelligence, parce que j'avais un peu de matière grise sous mes cheveux, de ne pas embaucher 4 personnes, comme disait monsieur, mais de passer un marché à bon de commande avec la Séméru, une entreprise dédiée du groupe Faya, qui était une entreprise et un groupe français reconnu dans les travaux publics et dans ces domaines. On n'est pas complètement crétin quand on est en régie publique. On ne va pas rajouter de la dépense sur la dépense. En tout cas, pas comme M. Gérard Collomb au Grand Lyon, qui a prétendu, en signant un contrat avec Veolia, qu'il allait embaucher 50 personnes en plus de ceux de Veolia pour aller contrôler si le cahier des charges du contrat était respecté pour les 8 prochaines années. Ça, c'est de la mauvaise gestion. Et croyez-nous, on y fait extrêmement attention. Je voulais intervenir sur mutualisation. Un dernier point, c'est extrêmement important, je le reporte depuis tout à l'heure. Excusez-moi. Sur mutualisation, il n'y a pas une fois ou un truc qui n'est pas prévu dans un contrat initialement,
ne se transforme pas par un avenant ou par une augmentation de tarifs. Pas une fois. J'ai un exemple à la Sogedo, c'est les salariés qui se sont serrés la ceinture sur leur salaire. La remontée financière à la maison mère pour M. Merlin, elle est quand même remontée et les tarifs n'ont pas été augmentés. C'est la seule exception que j'ai trouvée. Moi, je voudrais effectivement finir cette séance peut-être sur le temps long. Hein. Je crois que l'eau, effectivement, comme plusieurs intervenants l'ont dit, on a ce problème, c'est une rareté de plus en plus forte avec le réchauffement climatique. Le petit cycle de l'eau ne peut pas se réfléchir sans ce grand cycle de l'eau. Il est difficile de penser effectivement qu'avec des contrats de 7, 8, 12 ans, on va bien réfléchir avec les entreprises privées qui vont gérer ce contrat. Elles vont effectivement, en fonction des objectifs de performance, diminuer les fuites, le réseau, etc. Mais, comme vous le disiez, Monsieur Amar, c'est un énorme budget, effectivement, avec tous ces millions de mètres cubes. Donc, il y a une puissance de feu, il y a une puissance financière, effectivement, sur Toulouse, mais il appartient quand même aux élus, à l'autorité organisatrice de l'eau, de réfléchir à ce futur long, hein, ce durable comme effectivement nos déplacements, nous ne pouvons plus les envisager, de les faire à un en voiture, mais qu'il va falloir prendre le vélo, faire du covoiturage. Il va falloir aussi au niveau de l'eau être sobre, au niveau des citoyens, et je pense effectivement, ça ne changera pas, je veux dire, le coût global annuel payé par le citoyen, parce que si on arrive à réduire nos consommations de 20 ou 25%, il y aura quand même, je dirais, le personnel à coût fixe, et donc le coût, je dirais, du mètre cube augmentera à peu près de la même importance. Mais c'est très important pour le futur, effectivement, de réfléchir à cette sobriété. J'ai jamais vu ou jamais entendu parler de délégataires de services publics qui incitaient les citoyens à mettre des économiseurs d'eau sur leur robinet. Alors que vous savez que ces économiseurs d'eau, effectivement, qui sont fournis avec maintenant les robinetteries de nos jours, mais tout le monde n'en a pas, elles permettent d'économiser 30-40% d'eau sur sa douche, sur son robinet de lavabo. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste en chimie, etc. Et il y en a sûrement dans vos entreprises privées, mais une petite régie sait le faire, ça. Bon, alors, que dire? À Toulouse, métropole, il y a eu, comme tout le monde le sait, 2 augmentations d'impôts importantes, l'année 2 et l'année 3. 7,5% et 7,5%, pour, nous disait-on, effectivement, faire des investissements. Donc, il y a le parc Expo, 300 millions hors taxes. Il y avait la LGV qui devait arriver peut-être plus vite que prévu. Il y a d'autres investissements, j'en passe, le métro, la 3e ligne. Mais on pourrait consacrer effectivement un peu de ces 13 à 15 millions d'euros par an que paye le contribuable supplémentaire, je crois, depuis quelques années, à des investissements sur l'eau. Je dirais effectivement, par exemple, d'une rénovation accélérée des réseaux par rapport à la fuite, mais pourquoi pas, je dirais, de la distribution dans les 300 000 maisons anciennes qui n'ont pas ces économiseurs sur les robinets ou sur les douches. Il y a 380 000 foyers dans Toulouse Métropole, pour 750 000 habitants. 380 000 foyers. Même si vous dites, je paye 4 ou 5 économiseurs d'eau qui vont pouvoir se mettre sur leurs divers robinets. Ça vaut 20 euros, 4 ou 5 économiseurs d'eau. Hein. 20 euros par 380 000 foyers, ça fait jamais que 7 millions d'euros. Très bien. L'autorité organisatrice, pour qu'on soit sobre, il faut qu'elle nous aide aussi. On peut s'aider nous-mêmes, mais l'autorité organisatrice peut le faire. Oui, donc on a eu ce soir un débat très intéressant, mais surtout très technique et très financier. Et ces débats, donc je tiens à vous rassurer, on les a au sein de France Public, au sein de
tous les membres de France Publique, justement pour progresser sur les aspects techniques, sur les aspects financiers. C'est peut-être de la mutualisation, mais enfin, appelez ça comme vous voulez, oui, c'est de la mutualisation. Et France Publique, donc je le rappelle, c'est une structure qui est composée de communes, d'intercommunalités de toute taille, de toute étendue géographique, de toute spécificité technique. Bon, il y a du très simple, il y a du très compliqué, c'est pas réservé aux délégataires. Mais le point sur lequel on a très peu parlé finalement ce soir, mais que je vous ai donné en introduction, mais donc je vais le redire en conclusion, c'est que le choix du retour en régie n'est qu'un choix politique. Puisque vous avez compris au travers de ces débats que à la fois la gestion privée, à la fois la gestion publique sont capables de gérer vos services d'eau de façon durable, avec une bonne qualité de service, à la fois technique et au service des usagers. Et c'est à vous, citoyens et usagers de services d'eau, de porter ce message auprès de vos élus pour que justement vos élus communautaires décident finalement de partir sur une gestion publique. Et cette gestion publique vous permettra d'avoir la gouvernance de service et la maîtrise de votre service. Bon, j'espère qu'on n'a pas été trop long ce soir et que nos échanges vous ont apporté des éclairages. Merci à tous. Merci, Christophe Michaud. 2 minutes, s'il vous plaît, pour Christophe Mathieu. Je crois que moi aussi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce débat avec vous. Ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que la première des choses, c'est évidemment qu'il faut que les collectivités locales, les élus, décident des objectifs qu'ils veulent fixer, qu'une fois qu'ils ont décidé de ces objectifs, et qui sont des objectifs à la fois environnementaux, de qualité d'eau et des objectifs sociaux, il faut qu'ils se tournent vers la meilleure des entités pour atteindre ces objectifs. Et que la meilleure des entités pour atteindre ces objectifs, ce n'est pas forcément soi-même, mais ça peut être évidemment une entreprise professionnelle. On a la chance d'avoir un tissu industriel incroyable en France, les meilleures entreprises au monde. Donc, au moment de faire ce choix, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que je ne les prendrai pas? Et est-ce que je n'ai pas intérêt à avoir ces grands professionnels qui peuvent m'aider à atteindre ces objectifs dans un temps qui est une dizaine d'années, là où ma vision politique, en effet, elle est au-delà de ce sujet-là. Et puis, dernier mot, le service d'eau, le service d'assainissement, ils ont besoin d'innovation. On a parlé d'argent, l'économie circulaire, le fait de réutiliser les eaux usées, le fait d'utiliser les eaux usées pour faire de la méthanisation, ça aussi, ça apporte des revenus au service public d'eau. Et donc finalement, il ne faut pas se recroqueviller sur soi-même, mais au contraire, s'ouvrir à ces innovations pour avoir le meilleur service au meilleur prix. Merci. Gabriel Amar. Oui, merci. Tout d'abord, merci à Tristan Mathieu, merci à Christophe Bouchot d'avoir joué le jeu de ce que nous ont proposé les maires de Saint-Jean et de l'Union. En tout cas, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de participer à ce type de débat depuis Montpellier, sur la commune de Grabel. Ça a été le début d'une longue histoire, et une belle histoire, puisque à Montpellier, il y a une régie. Désormais, nous le devons aussi à l'implication des usagers et des citoyens, et notamment au collectif Au Secours, que ce soit à Montpellier et ici. Donc, je veux prendre à mon tour, à mon compte, l'idée que le débat public puisse se poursuivre, s'amplifier et s'élargir. J'ai une proposition à faire concrète, qui est que l'on permette l'audition de France au public et des différents acteurs, usagers et opérateurs publics, puisqu'il y aura là des éléments de comparaison et surtout des éléments d'analyse partagée qui sera possible avec les éléments d'étude sur l'hypothèse régie publique qui, selon moi, ne doit pas rester dans le secret d'une commission, mais doit être mis sur la place publique pour que les comparaisons puissent être faites. Et je finirai ensuite avec cette phrase. La meilleure des entités qu'il faut choisir, c'est celle de la compétence. Eh bien, la compétence, vous l'avez, vous la payez tous les jours. Ce sont les salariés qui sont sur le terrain, quel que soit le logo qui est sur leur fiche de paie. Ils sont déjà à vous et déjà sous votre responsabilité d'usager du service de l'eau. Donc la meilleure des entités, c'est de mobiliser les salariés de Suez et de Veolia pour leur dire vous êtes des citoyens à part entière, vous êtes des salariés compétents, le débat il est d'ordre politique, vous serez les bienvenus et nos factures d'eau
seront débarrassés des directeurs régionaux et commerciaux qui ne servent à rien dans la bonne marche du service public. C'est vous les fontainiers, c'est vous les techniciens, c'est vous les électromécaniciens, c'est vous les agents sur le terrain qui faites la qualité du service de l'eau. Merci. On accueille maintenant Marie-Dominique Bézian et Marc Perret. Bonsoir, je vais prendre la parole au tout début, puis après je vais laisser la parole à Marc Perret. Je voulais tout d'abord le remercier de m'avoir associé à ce débat qui a été très riche. Merci à vous trois là, et puis merci au public aussi aux questions. C'était vraiment très enrichissant. On voit que c'est un enjeu politique important. Donc, voilà. Moi, ce que je demande, c'est le 12, jeudi 12, on a notre conseil municipal. Donc, on va faire un vœu adressé à notre président de la métropole, Jean Boudin, en fait, qui fasse ce débat que nous demandons. Bon, j'espère qu'il va nous entendre. C'est vrai que plusieurs communes, comme tu as dit, participent à ce vœu, ont déjà émis le vœu. Donc j'espère que d'autres communes vont suivre. Ce soir, il y a quelqu'un qui m'a dit ça y est, je vais faire aussi, je vais organiser un débat. Donc je pense que ça va faire réfléchir M. Boudin, que je l'espère, parce que c'est quand même un enjeu très important. Et donc pour nous tous, moi je demande aussi le débat. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci Dominique. Juste le temps aussi de quelques remerciements. Je voudrais remercier Joël Rey qui a très bien animé cette soirée. Merci à vous, professionnels de l'animation. Monsieur Fajudet qui est là en rouge, qui se fait discret, mais il est salarié de la mairie et il est resté tard pour assister à cette réunion. Je voudrais remercier, ça a été fait, Michael Fantin, qui a, sous les ordres du directeur général des services qui est là, qui se fait discret aussi, M. Durand, directeur général des services de l'Union. Donc sous les ordres de M. Durand, M. Fantin et Annie Ruy ont organisé et ont interfacé avec les différents intervenants de façon à faire en sorte que votre venue soit la plus agréable possible. J'espère que ça a été le cas. Si ce n'est pas le cas, les sanctions vont pleuvoir. Non, tout est parfait. Tout est parfait. Très bien. Je voudrais remercier évidemment Dominique pour sa venue ici. Vous remercier pour votre venue. C'est dommage, j'espérais peut-être un peu plus de monde. C'est difficile de faire venir des gens un lundi soir. Je voudrais relayer deux informations. D'abord, évidemment, relayer les positions qui ont été prises par les différents conseils municipaux, dont le mien, dont celui de Dominique bientôt, pour des lettres, des délibérations votées en conseil municipal pour demander au président Boudin de prendre à sa charge l'organisation de débats, de grands débats, de grandes respirations démocratiques dans notre métropole pour qu'il y ait ce genre de débat en public avec du monde. Ça n'empêche pas les municipalités de chercher à le faire, c'est ce que nous avons fait avec Dominique ce soir. Je reprends ce qu'a dit Gabriel Amar, qui propose, et ça me semble une bonne idée que nous relayerons, que devant la commission eau et assainissement, Antoine, je ne sais pas si tu y es, que devant la commission eau et assainissement, il y ait là aussi un débat contradictoire. Moi, je crois en l'intelligence des élus, à partir du moment où on leur donne l'information. Si devant la commission eau et assainissement, il y a un débat contradictoire de cette qualité, on pourra voter par la suite en connaissance de cause. Je voudrais relayer aussi une réunion d'information que le CODEV organise le 14 juin, alors je ne sais plus si j'ai la date, le 14 juin, donc vous avez les papiers à la sortie du CODEV, eux aussi organisent une réunion sur l'eau le 14 juin. Je finirai par des remerciements pour M. Bouchot, M. Amar et M. Mathieu. Merci beaucoup pour votre venue. Je voudrais juste remercier personnellement Monsieur Mathieu, parce que vous savez que vous êtes, je n'ai pas dit en terrain hostile, hein, je n'ai pas dit, mais nous, moi en tant que maire et Mme Bézian, nous sommes des défenseurs de la régie publique et nous mènerons des batailles politiques tout au long de cette année pour cela. Cependant, vous êtes venus dans un débat de qualité et vous avez pu exposer vos arguments. Je trouve ça très bien, très courageux de votre part et je vous en remercie plus particulièrement. C'est pas pour autant que je ne remercie pas les deux autres participants, mais vous pas mal. Mais cependant, je voulais souligner le fait qu'il était venu et que c'était très bien et que le débat s'est passé dans des bonnes conditions. Merci à toutes et à tous et j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Merci.